Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, pour cette dernière conférence de notre cycle annuel, on reçoit du Chili, Pablo Astudillo, qui va nous parler de l'invisibilité, de la visibilité des enseignants gays et lesbiennes dans les écoles chiliennes. Alors, Pablo est sociologue, diplômé de la, excusez mon accent, Pontificia Universidad Católica de Chile. Oui. En plus d'avoir un master en sciences sociales, spécialisation genre, politique et sexualité de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et d'être docteur en sociologie de l'Université Paris-Descartes. Alors, il est professeur assistant au département de sciences politiques éducatives, de l'Université Alberto Hurtado à Santiago. Alors, les recherches de Pablo se concentrent sur des sujets comme la diversité sexuelle et les études de genre au Chili. D'un point de vue sociologique, son travail est centré sur la compréhension des processus d'individuation, de socialisation et de différenciation sociale dans la société chilienne. On dirige présentement le projet Le Transformisme, en référence aux drag queens, oui. L'individuation et les transformations socio-culturelles du genre au Chili et participe aussi à l'équipe d'études couple homosexuel au Chili, lutte publique et privée. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pablo, je te cède la parole. Merci. Merci d'être avec nous. Et bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation. Alors, moi, j'essaierai de vous présenter les résultats de cette recherche qui a été conduite l'année dernière, en 2019-2020. Je suis un peu perdu avec la pandémie et le temps. Par rapport à la question de la visibilité et l'invisibilité des enseignants de gays et lesbiennes dans les écoles chiliennes, pour moi, la question principale, c'était la manière comment cette professionnelle de l'éducation confronte ou bien reproduit la violence homophobique. Et alors, moi, je reviens sur mon français depuis longtemps. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me demander de réexpliquer. C'est mes meilleurs efforts. Cette présentation était organisée de cette manière. Moi, je présenterai au début le contexte pour analyser le problème de recherche et après faire une petite description de la méthodologie utilisée. Je présenterai les résultats principaux. Et aussi la thèse principale de cette recherche-là, c'est placée sur l'importance des processus d'individuation. C'est un peu le grand je dirais, concept de trace derrière cette recherche. Alors, première chose à dire, c'est qu'il faut comprendre que cette étude sur la visibilité et invisibilité des enseignantes gays et lesbiennes doit être comprise dans un contexte de changement de certaines valeurs sociales envers l'homosexualité dans le pays. Et alors, on voit, selon des différentes études et aussi des enquêtes, comment dans le Chili, après les années 90, ça a vraiment changé on dirait un peu, entre guillemets, la tolérance envers la homosexualité dans la société chilienne. On voit, par exemple, que si en dans les années 90, au début des années 90 de cette décennie-là, seulement 25% de la population était pensée, par exemple, que l'homosexualité c'était une orientation sexuelle légitime, selon les études. Maintenant, en 2020, c'est le même, 95% de la population pense que l'homosexualité c'est une
l'orientation sexuelle légitime. On voit aussi, l'année dernière, c'était approuvé au Chili la loi de mariage égalitaire. Hein, c'était un changement assez important. En 2018 aussi, c'était approuvé la loi d'identité de genre, on dirait, aussi. Et alors, on voit dans les dernières 10 années comment cette tolérance, progression de la légitimité de l'homosexualité, on dirait comme ça, s'est traduite aussi dans des différentes lois qui construit un contexte spécifique qu'il faut prendre en compte pour faire la réflexion. De toute façon, on voit que cette légitimité coexiste aussi avec certaines valeurs et on dirait un peu ambivalentes. Hein, et du point de vue, on dirait par exemple aussi, même si la population considère que l'homosexualité c'est une orientation légitime, s'il est d'accord avec le mariage égalitaire, seulement la moitié de la population chilienne, même dans les grandes métropoles, par exemple, considère que les personnes homosexuelles peuvent travailler avec des enfants. Hein, on dirait, je ne sais pas si vous comprenez, hein, c'était ambivalence, ok, c'est bon, je peux avoir un voisin, par exemple, homosexuel chez moi, mais je ne serais pas d'accord avec l'idée que cette personne travaille avec des enfants. C'est un peu l'ambivalence. Et ce type de données a une importance, c'est vraiment important pour le problème que je viens de présenter. Et parce qu'on dirait que l'expérience d'oppression dans les écoles est transformée. C'est vrai que aussi au début des années 90, la violence homophobique était vraiment présente dans les écoles chiliennes. Les agressions physiques, c'était important. Ce type de violence a été déplacé, je dirais, vers des agressions plus subtiles. Il y a aussi une espèce de régulation du discours homophobique dans les écoles, la loi antidiscrimination, j'ai oublié de dire ça, qui était approuvée en 2012, aussi a changé ça a eu un impact sur les formes de convivialité dans les écoles. Hein. Et on voit qu'il existe cette ambivalence qui, d'une part, permet une certaine visibilité, mais d'autre part, demande une certaine invisibilité pour les personnes homosexuelles. Et aussi, cette confrontation de la violence qui a changé avec son, on dirait, expression visible. Hein. Et alors, si on considère ça, je dirais que c'est important de voir comment ce type de changement social n'ont pas forcément impliqué une transformation de la réflexivité autour de la question de la production et reproduction de normes de genre, on dirait d'une part, mais aussi de normes liées à la sexualité dans les écoles. Et l'idée de, par exemple, c'est un peu intéressant parce que je fait cette présentation il y a 2 semaines que je l'ai préparée, mais la semaine dernière, il y a des cas de violence homophobique très visibles dans les écoles chiliennes. Et ça existe, je ne sais pas si c'est pareil ici en Montréal, mais dans le cas, les écoles chiliennes ont été fermées pendant 12 ans complets, que les gens étaient à la maison. Alors, tout le monde est revenu en mars dernier. Et alors, il existe maintenant, j'espère là, une espèce de pandémie des violences dans les écoles vraiment visible, avec beaucoup d'agressions physiques. Et dans ces cas-là, on voit une espèce de retour sur la violence homophobique plus traditionnelle. Hein, et c'est vraiment visible. La semaine dernière, ça a passé un cas assez médiatique. Et on voit que même si cette recherche était conduite dans un contexte de pandémie, de limitation par rapport aux conditions sanitaires, on voit comment ça revient. Hein, ça revient et vraiment, à mon avis, ça montre aussi que cette transformation de la violence et du discours homophobe dans les écoles n'a pas vraiment changé la réflexivité des acteurs et n'a pas vraiment impliqué une transformation de valeurs et des positionnements, etc. Alors, cette ambivalence que je viens de dire au début est aussi impliquée dans cette espèce de
réflexivité superficielle, je ne sais pas comment dire, probablement quand je fais la présentation, ça sera plus clair. Hein? Mais c'est un espèce de contexte assez ambigu. Hein? Et par exemple, je ne vais pas dire, l'année 2016, le ministère de l'Éducation nationale a créé et a diffusé une circulaire, une espèce de norme, c'est pas vraiment en loi, c'est une espèce d'orientation, on dirait comme ça, pour l'inclusion des étudiants LGBTI aux écoles, et aussi une circulaire à propos de l'inclusion des étudiants trans. Ça est apparu en 2016 dans le contexte d'un gouvernement, on dirait à gauche. À ce moment-là, Michelle Bachelet était la présidente du Chili. Et en 2018, quand le gouvernement a changé à droite, ce type de matériel, par exemple, cette orientation, on était un peu caché. Même dans le website, le site sur Internet du ministère de l'Éducation, ce type de matériel, de ressources a disparu. Hein. Ça montre bien aussi comment l'espèce de force politique aussi à mon avis, approfondit cette espèce d'ambiguïté en relation à l'homosexualité dans les écoles. OK. Après ça, je voudrais vous montrer un petit peu quelle est l'approche théorique utilisée. D'une part, c'est comprendre ce phénomène à partir de cette tension entre la désexualisation des enseignantes. L'idée qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est vraiment désexualité, qui n'a pas une sexualité. Et ça vient aussi, dans le cas chilien, lié au scandale des abus sexuels dans les écoles. Aussi, ça, d'une certaine manière, ça approfondit cette idée que les enseignants doivent être des personnes désexualisées, vraiment. Hein? Et c'est aussi en partie, il y a des études qui montrent ça, comment ça vient aussi de cette tradition de l'enseignement lié surtout aux femmes au début des écoles, sont de la tradition catholique et aussi les formes d'organisation des républiques latino-américaines. Et comment cette idée que les profs sont toujours de la reproduction de l'idée de la mère. Hein? Alors, la mère est aussi quelqu'un de désexualisé, de certaine manière, pour les étudiants. Non? Et alors, comment cette désexualisation des enseignantes est en tension avec cette idée de l'éthos, de la fierté gay, l'idée qu'un enseignant homosexuel doit être quelqu'un qui doit se montrer parce qu'il y a d'influence, d'influence sur les étudiants. Hein? Et alors, c'est Catherine Ponel, dans une étude de 2015, Schools Out s'appelle cette étude, montre bien comment cette tension est toujours présente dans les décisions des enseignantes. Hein? Alors, la question vraiment de positionnement personnel par rapport à ces valeurs, ce système normatif qui sont un peu en tension et en contradiction entre eux. Hein? Et alors, c'est une première question, on dirait question, hein, première chose à voir. Mais aussi, on voit de cette tension comment on doit penser aussi à la question de positionnement individuel dans un contexte de fragmentation des identités. Hein, et l'idée de différenciation des identités personnelles et toute cette analyse sur la différenciation et fragmentation des trajectoires propre aux sociétés modernes, mais aussi que c'est un processus, cette idée de la fluidité, de la modernité liquide, voyez-vous, comment ça montre bien cette différenciation des identités personnelles, fragmentation des trajectoires et aussi ce positionnement plus complexe. Je dis ça pour dire, OK, c'est pas seulement, il ne faut pas vraiment voir seulement ce positionnement entre l'idée d'un enseignant désexualisé et un enseignant fier de son homosexualité, mais aussi comment ça se passe lié à d'autres types de positionnement personnel. Hein.
Et cette importance donnée alors à le travail de l'individu sur lui-même. Hein, et les types de décisions qui sont liées à cette présentation personnelle et de l'identité personnelle, toujours aussi différenciée, fragmentée, hein, et aussi, on dirait, plus singularisée. C'est bien dire ça? Comment il faut voir vraiment cette idée de l'individualité, hein, comment l'individualité est mise en place dans les contextes scolaires aussi. Hein. Et troisièmement, observer, à mon avis, c'est important aussi observer ces processus de subjectivation personnelle, individuelle, qui sont liés, on dirait, cette idée de travail moral. C'est pas, je fais la bonne traduction de ce concept-là, mais cette idée de travail que l'individu fait sur soi-même, mais les valeurs qui sont impliquées dans ce travail. Et l'agencement, c'est comment on utilise l'agentivité. OK, l'agentivité de l'individu. Hein? Et c'est un peu le trait. Et alors, comment il faut observer aussi cette agentivité individuelle qui est liée au positionnement individuel dans un contexte, on voyait, des identités plus complexes, mais aussi sur cet développement, cette subjectivité liée à ce travail moral. C'est François Dubé qui utilise cette idée, qui propose cette idée, cette attention, pardon, sur les positionnements individuels envers les normes sociales. Hein, l'appropriation de normes, la distanciation, tous les jeux, on dirait, plus stratégiques, hein, mais aussi la subjectivité qui est liée à cette manière, hein, de s'approprier, distancier, utiliser stratégiquement les normes. Alors, ce sont ces trois, on dirait, différentes approches qui sont utilisées pour analyser les expériences des enseignants. Okay. En petite pardon. Et un petit référent méthodologique. C'est une étude qualitative qui a été conduite à Santiago entre 2019 et 2020. Et certains entretiens ont été conduits en présentiel juste avant la pandémie. C'est en mars 2019 c'était le premier confinement. La plupart des entretiens ont été conduits sur Zoom, hein, en distance. Et ces entretiens-là étaient centrés surtout sur les trajectoires personnelles des interviewés et aussi la trajectoire personnelle. Ce n'est pas seulement les entretiens conduits sur la question de l'école, l'expérience scolaire, mais aussi la trajectoire personnelle. C'était des sessions qui ont pris environ 2 heures et demie de conversation, et des échanges. Et dans certains cas, on dirait on a dû conduire plus qu'une session, 2, même 3 dans certains cas. Et alors, dans cette vente entretien, on voit dans les données qui sont en bas, et quand on s'interviewait, c'était des hommes. La plupart c'était des profs, des enseignants, pardon, qui venaient des classes moyennes et classes supérieures. Et 5 femmes, dont d'entre elles, une interviewée était une femme trans, qui se présentait aussi comme une femme lesbienne. C'est pour ça qu'il était aussi considéré dans cette échantillon. Et alors, je dis ça parce que, comme c'était la méthodologie de faire l'échantillon, c'était une méthodologie de boule de neige, hein, on dirait comme ça. Et bien évidemment, ma propre identité de genre m'a permis d'accéder aux enseignantes hommes plus facilement que les enseignantes femmes. Mais aussi parce que les enseignantes lesbiennes aussi me racontaient qu'ils avaient moins accès au réseau social. Et alors, ils connaissaient moins des professeurs lesbiennes, hein, par rapport aux enseignantes hommes
où eux, était plus facile de me dire, ah, mais je connais quelqu'un dans une école, dans un quartier populaire, c'est pas quoi. Ça marchait plus vite, on dirait, hein, de faire élargir la contingent. Et alors, c'est en condition, il faut voir. Hein. Évidemment, ça pose des questions méthodologiques, épistémologiques et aussi certains biais dans l'observation de discours. Mais il faut faire avec ça. C'est la possibilité qui était aussi donnée par les conditions à ce moment-là, qui ne facilitaient pas vraiment le contact. Hein. Et de toute façon, on verra que même les femmes, quand ils partent sur certaines expériences, vont raconter, se positionner de manière différente aux hommes, mais aussi quand on fait les entretiens sur la question de la trajectoire personnelle, les personnes aussi pouvaient faire des comparaisons. Hein. C'était en partie aussi des entretiens et demander aux interviewés et d'écrire comment ça se passe pour toutes les personnes gays, lesbiennes dans les écoles. Alors, ce n'est pas seulement la propre expérience, mais aussi l'interprétation des expériences des tierces. Hein. C'est un peu comme ça. Alors, on voit aussi comment la question genre était d'une certaine manière aussi couverte, abordée. Hein, jusqu'à là. Ça marche? C'est clair? Je passe au résultat. Ce sont 7 questions que je voudrais montrer. Et c'est pas vraiment, je ne propose pas une hiérarchie de résultats, c'est une description. Même si, à la fin, à mon avis, la dernière résultat, c'est le plus intéressant. Hein, et pour moi, personnellement. Et, la première chose, si on passe à cette tension entre désexualisation et la question de la fierté gay, à cette ethos de la fierté, la question de la sortie du placard, c'était vraiment une question importante. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et quand on demande aux personnes de parler à la sortie du placard et si elles se considéraient eux-mêmes ou elles-mêmes des personnes hors le placard, on voit comment la question de la famille, c'est beaucoup, beaucoup plus important que la question de, être hors le placard auprès le staff des écoles. Une personne pouvait me dire, Pablo, moi je suis quelqu'un hors le placard parce que ma famille, notamment ma mère, hein, et vous voyez, c'est l'expression, on dit des valeurs latino, dans ce cas-là, la mère, c'est hyper important. Alors, si la mère sait que je suis gay, que je suis lesbienne, alors ça marche, hein, ça marche tout bien. Hein, et pas d'importance de le dire forcément au staff scolaire. Et alors, le type de décision, on voit qu'il y a déjà au début une première manière de se positionner dans cette tension entre la question de la désexualisation et le ethos, en disant, OK, moi je suis quelqu'un fier de moi parce que je suis hors le placard auprès de ma famille. Hein, ça suffit. Et après, seront les amis. Hein, les amis sont aussi une institution importante. Mais la question du travail, ça continue à être un espace, on dirait, où ce n'est pas vraiment important d'être hors le placard. Hein. Et c'est à vous, à mon avis, d'interpréter si c'est une expression plutôt de la violence homophobique, c'est-à-dire le travail, c'est un lieu qui demande l'invisibilité de la sexualité toujours, ou bien si c'est une espèce de premier positionnement une première forme de subjectivation associée à un processus de sortie de placard et aussi la visibilisation de l'homosexualité. Et alors, ça propose aussi un positionnement qui est spécifique et qui montre bien aussi l'organisation de valeurs liées à l'homosexualité dans le cas chilien. Hein. La manière d'être visible est aussi liée surtout au lieu, au espace social où je me présente. La famille, c'est le plus important. Le travail, c'est toujours quelque chose de secondaire. C'est en ligne avec des études sur la question de l'individuation au Chili, qui ont été conduites dernière année, en disant comment l'importance donnée à la famille comme institution, comme partie du projet personnel, d'une certaine manière,
subordine tous les autres espaces. Hein. C'est vraiment marqué. Et à ce moment-là, je me souviens d'une étude qui posait la question si la transformation néolibérale de la société chilienne avait transformé ou non ce type de valeurs. Et la conclusion, c'était non. Hein. Même la néolibéralisation de la société, on dirait comme ça, et ça a placé beaucoup, a donné plus d'importance aux décisions individuelles, mais ces décisions sont toujours liées à ce type de projet ou de programme social. Hein. La famille, c'est quelque chose d'hyper important, intouchable. Alors, c'est l'idée d'être fier de l'homosexualité est liée à la famille, surtout. Hein. Ça, c'est la première chose. Alors, vraiment, les enseignants ne sont pas, ils ne pensent pas qu'ils doivent se présenter en tant qu'homosexuels dans les écoles. Hein, c'est la première chose. Mais aussi quand on voit les décisions s'ils sont confrontés aux questions qui passent à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Alors, une question, se dire, OK, c'est pas important de le dire à l'école. Mais autre chose, c'est dire, OK, mais il y a de violences homophobiques, il y a des situations qui peut-être te demandent de te présenter en tant qu'homosexuel. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et la deuxième chose liée à ça, c'est la valeur assignée à la discrétion. Ce sont deux choses qui sont liées à ça. La première, l'idée que c'est bon de rester invisible, surtout parce que ça permet, de manière, ça n'expose pas aux personnes de confronter aux parents fâchés. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, l'idée de parents fâchés, mais dans le cas des écoles chiliennes, il faut penser aussi à l'organisation de tous les systèmes scolaires. C'est un système où l'élection des parents, c'est super important. On n'étudie pas dans les écoles du quartier à Santiago. Hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici au Québec. Le choix des écoles, les familles peuvent choisir les écoles. Seulement les écoles privées, les écoles publiques, ce n'est pas quartier. OK. Au Chili, c'est libéralisé après les années 90. Alors, tout le monde peut choisir tous les types d'écoles, même les écoles publiques. Hein. Elles n'est pas forcément étudiées dans le même quartier. Il y a des écoles qui sont, on dirait, demi-privées, hein, qui reçoivent de financement pour la part de l'État, mais aussi ils peuvent choisir les étudiants. Hein. Il y a une sélection. Et alors, l'idée de parents fâchés, c'est, on dirait d'une certaine manière, cet effet s'était multiplié pour cette conséquence des processus de sélection scolaire. Alors, les écoles évitent de confronter aux parents parce que les parents ont fait une sélection de cette école-là. Hein, et l'école dépend d'une certaine manière de la, comment dire, la connivence. C'est la connivencia. Le parent doit être d'accord, doit être en ligne avec les valeurs des écoles. Et pour les écoles, c'est important de expulser ses parents en famille, on dirait, parce que ce sont des dons de l'argent. Et alors, ce n'est pas seulement l'idée de confronter un parent fâché, mais aussi confronter quelqu'un qui peut sortir, quitter l'école, et aussi, on parle de financement, ce n'est pas si compliqué. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les personnes racontent que cette peur, c'est quelque chose à résoudre dans une échelle individuelle. C'est l'individu qui doit confronter aux non parents, et parce que les écoles vont dire c'est à vous, monsieur, c'est à vous, madame, de confronter à ces parents-là. Moi, les écoles, par exemple, les directeurs des écoles disent non, c'est quelque chose à vous, hein, c'est un truc à vous, c'est pas à moi. Parce que toute l'institution, mais aussi le prof, les enseignants, pardon, confrontent tout le temps cette idée de parents fâchés, même s'ils sont très peu à la fin. Quand on raconte le numérique, on commence à faire à identifier quels sont les parents fâchés. C'est toujours vraiment un groupe assez réduit, mais avec une hyper exposition de leur position et qui fait multiplier cet effet de parents fâchés. Il y a un deuxième
question liée à la valeur de la discrétion, qui est cette idée de « Ok, je reste invisible parce que de cette manière-là, je peux rester dans une école prestigieuse. » Parce qu'une autre conséquence de l'organisation du système scolaire, c'est aussi la hiérarchisation des institutions vraiment marquée. On voit, je dis les écoles publiques, ce sont le pire, hein, ce sont personne ne veut être éduqué là. Les écoles privées sont les plus prestigieuses. Et les écoles, ce type d'écoles demi-privées, il y a vraiment une compétition entre elles en termes de prestige. Hein. Et alors, certaines fois, les enseignants disent « Ok, je reste invisible parce que si je suis dans cette école ici, hein, je peux après continuer ma carrière dans cette école plus prestigieuse. » Ce type de décisions sont toujours importantes. Alors, il ne faut pas vraiment fâcher aux parents et aussi diminuer mes possibilités de continuer de continuer ma carrière dans des écoles plus prestigieuses au futur. Alors, il y a une troisième question liée à la discrétion sur laquelle je reviendrai après. Mais on voit comment il y a aussi, on dit la part, c'est vraiment une idée que ce n'est pas important d'être visible dans les écoles pour la valeur donnée à la famille par rapport aux institutions, mais aussi cette idée que la visibilité, si on pense à la visibilité, si on prend une décision sur la visibilité, ça c'est le deux risques liés à se visibiliser. Hein. Les parents fâchés et aussi être expulsés d'une école prestigieuse et d'une certaine manière rater la propre carrière professionnelle. Alors, troisièmement, il y a aussi des discours pour la question de la la discrimination. Et c'est intéressant de voir dans ce contexte, ici au début, c'est dans l'ambiguïté qu'il existe dans les sociétés chiliennes en général, mais aussi dans les écoles. Aussi les demandes ou les types de conditions qui sont provoquées pour l'organisation structurelle du système scolaire chilien, mais aussi cette idée que la question de la discrimination, si quelqu'un parle de situation de discrimination, dans ce contexte d'ambiguïté et aussi de silence monde relatif, il y a une lecture toujours de discrimination pour des raisons qui n'est pas liées vraiment à l'homosexualité. Hein. C'est François Duvet qui dit que la discrimination mobilise toujours des hypothèses. Hein. Je dois expliquer pourquoi je suis discriminé. Et ce type d'hypothèse montre bien le norme social et alors le positionnement de l'individu, alors la subjectivité de l'individu envers ce type de norme. Et par exemple, quand les personnes me disaient pourquoi peut-être on était discriminé aux écoles, la discrimination était compris dans cette idée de ne pas accéder au poste de pouvoir, par exemple, hein, de rester dans certaines positions moyennes, on dirait comme ça, parce que c'est la référence principale. Les hypothèses sont liées à des situations vraiment différent de l'homosexualité. Par exemple, le type de discours que les personnes donnaient, les anecdotes, c'est OK. Moi, ici, dans cette école, je ne suis pas vraiment valorisé parce que je suis trop beau ou trop belle. Hein. Alors, cette idée que les personnes gays sont plus occupées de leur apparence. Hein. Alors, je suis le seul homme qui s'occupe de soi. Et alors, je suis trop beau en comparaison des autres profs. Et c'est pour ça qu'à la fin, les personnes font une différence avec moi, hein, mais elles restent un peu marginalisées. Hein. Ou dans les cas des femmes aussi, hein, je suis trop belle en comparaison des autres profs. Et je suis le seul homme alors dans une école des filles. Dans les écoles privées, c'est toujours présente cette séparation de sexe, hein, l'ère des écoles des filles et l'école des garçons. Alors, par exemple, il y avait un prof qui disait, OK, toute ma situation, hein, toutes les positions que je ai dans cette école-là, mes possibilités de développement professionnel sont liées à le fait d'être le seul homme. Hein. Il y avait 4
entre 100 personnes de staff. Mais ils disaient, moi, je suis le seul homme, alors c'est pour ça que les personnes ne me considèrent pas, ou je suis un peu marginalisé, je n'aurai pas vraiment de possibilité de continuer ma carrière ici, et ce type de choses. Et alors, il y a un déplacement à la fin des explications sur la discrimination, et aussi une idée que ce n'est pas vraiment la sexualité quelque chose d'important dans ces cas-là. C'est le genre, c'est l'apparence personnelle. Je n'ai pas dit que dans le cas chilien, les études montrent bien que la raison de discrimination, la plus importante, c'est la question de l'apparence personnelle. Les personnes disent pourquoi sont discriminées dans les sociétés chiliennes, c'est toujours l'apparence personnelle. Le plus important, c'est même la question de l'orientation sexuelle, c'est assez bas en comparaison à la question de l'apparence personnelle. Et alors, on voit comment cette traduction de l'idée que les personnes gays, les personnes lesbiennes sont plus, surtout les hommes gays, sont plus occupés de leur apparence. C'était une manière de déplacer alors cette discrimination. Je ne suis pas discriminé parce que je suis gay, je suis discriminé parce que je me doute de moi. Et alors, je ne suis pas un homme comme les autres hommes dans cette école-là. Et aussi, l'autre de fait d'être pauvre. Les carrières, les facultés d'éducation au Chili, la libéralisation du marché, on dirait ça, des écoles, mais aussi des universités, qui étaient lieu dans les années 80, et a fait, une de ces faits, c'est l'association entre étudier sciences de l'éducation, pour être enseignante et être pauvre. C'est donc une carrière pas sélective dans le contexte chilien. Il existe toujours cette association. Les personnes pauvres vont étudier pour être enseignants. Les personnes plus riches iront plutôt être médecin, avocat, ingénieur. Les carrières de l'éducation, c'est vraiment pour les personnes plus défavorisées. Et alors, aussi, il y a cette expression. Dans cette école-là, le fait que je suis pauvre, que je viens de cette école, de cette université qui est associée aussi avec la classe populaire, ça explique ma position dans l'école. Et alors, ça montre bien, à mon avis, cette idée de fragmentation, comment la fragmentation, mais aussi la intersectionnalité de catégories, et le fait intersectionnel entre la classe sociale et aussi la sexualité et le genre, a des effets sur l'explication des hypothèses liées à la discrimination. Après, c'est intéressant aussi de voir comment je dis, OK, c'est peut-être là une exception, il faudra revenir sur cette étude après la pandémie et cette expression plus visible de la violence homophobique dans les dernières semaines. Et c'est un phénomène assez situé, on dirait, mais ça change un petit peu cette conclusion-là parce que ce n'est pas seulement cette étude, il y a des autres études sur la question de l'inclusion des étudiants LGBTI dans les écoles chiliennes qui montrent bien comment ça existe, une espèce de difficulté générale des enseignantes pour penser et pour voir, pour décrire l'homophobie subtile des élèves. Ça existe cette conception. Et les gens, les adolescents, sont déjà hyper d'accord, comment dire, donc ils sont plus à l'aise avec l'homosexualité en général, ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Et même ça s'est installé dans les écoles chiliennes, je le vois dans le cas des autres études, des autres recherches. C'est une espèce de, passe comment cette idée que dans les écoles chiliennes, il n'y a pas vraiment des élèves hétéros. Non, tout le monde, c'est la fluidité partout, et alors il n'y a pas vraiment des étudiants hétéros. Et alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de problème avec l'homosexualité. Mais si on a la distance et on fait vraiment une analyse sur ce qui se passe dans les écoles, on voit vraiment comment les violences, les propos homophobiques, ça existe toujours, mais sont déplacés dans des versions, on dirait, plus subtiles, plus symboliques. Et avec ce discours répandu que les gens, les adolescents n'ont pas vraiment de problème avec l'homosexualité, les profs, dans ces cas-là, les enseignants, disent OK, c'est pas de problème, pas de question,
pas vraiment quelque chose à voir, et prend cette distance par rapport à la circulation de propos, de violences. C'est intéressant de voir cette distanciation. Et alors, dans ces cas-là, par exemple, on voit, il y a des anecdotes, je me raconte. C'est toujours le type de truc quand quelqu'un dit, se moque d'autres personnes, un étudiant se moque d'autres personnes dans les écoles en disant que tu es fléto, hein, c'est le mot péjoratif pour dire, tu es fléto, tu es tortillera, c'est pas quoi, et que le prof dit, ah non, mais c'est pas important parce que vraiment, ça ne veut dire rien, parce que les gens sont à l'aise avec ça, alors c'est pas vraiment un propos hein, vous voyez, homophobique, alors on le laisse passer. Et on voit comment cette confrontation de la violence homophobique s'est aussi déplacée, ça n'existe pas. On pense à la situation des étudiants. Et après, on voit des limites pour comment je parle. Je vis ça sur Internet, c'est pas comment le prononcer, c'est querisser. On pourrait dire ça? Querisser le curriculum parce que dans le système scolaire aussi, même si le système était libéralisé du point de vue économique, hein, les écoles doivent récolter l'argent, il y a une sélection assez fluide, hein, le système était vraiment privatisé d'une certaine manière. Dans le cas des curriculums, ça continue la centralisation. Les écoles, même s'ils peuvent prendre des décisions sur la question économique et sur la sélection de familles, ils ne peuvent pas vraiment prendre des décisions sur la question curriculaire. Hein. Et ça est aussi lié un peu au projet de la dictature, avec toute la question de valeurs valoriques qui centralisait les curriculums de manière assez importante. Mais aussi ce type de difficultés sont associées à cette centralisation du curriculum, mais aussi aux décisions académiques liées à l'accountability. Je ne sais pas comment le traduire en français, et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, la accountability. L'idée que vous êtes, que les écoles sont toujours pressées pour montrer des bons résultats dans les tests, hein, différents tests, mais aussi dans des procédures administratives. Hein. L'idée de la comptabilité est liée pas seulement aux résultats hein, et des standardisés, mais aussi des processus administratifs. La manière comment je montre les procédures, on ne sait pas quoi, la manière comment je réponds au protocole. Et alors, ce type de questions occupe beaucoup de temps. Et alors, ça pose des difficultés, faire des changements, par exemple, transformer le programme de lecture scolaire, hein, le type des histoires qui sont, ça fait partie du curriculum, des lectures, des ouvrages littéraires. C'est vraiment difficile de faire un changement par la question de la centralisation des décisions académiques, par la question du temps qui est, par exemple, si je veux faire ce type de changement, je devrais vraiment faire beaucoup de processus administratifs pour enregistrer ce type de décision. Hein? Pas pour l'argumenter, c'est seulement pour l'enregistrer. Mais pensez-vous aussi à la question de parents fâchés. Hein? Si je change le type des histoires, si je montre, par exemple, dans l'école primaire, des histoires avec des parents de père, hein, de mère, de famille hein, homoparentales, ok, c'est toujours le risque de parents fâchés, très bien. Hein, mais aussi, je devrais faire beaucoup de travail seulement pour faire ce type d'exemple dans le curriculum. Et alors, ça défavorise montrer, par exemple, cette idée de revenez sur la question de la fierté gay. Hein, dans les études de Connell, elle montre très bien comment la question de queeriser le curriculum, c'était une manière hein, de politiser la propre identité. Dans ce cas-là, c'est assez difficile. En parallèle, on voit que la loi antidiscrimination, cette loi de 2012, même si ça existe dans le système scolaire, dans la loi nationale, n'est jamais invoqué comme une ressource pour se protéger. Hein. La loi dit, si vous avez subi une discrimination arbitraire en raison de votre orientation sexuelle, alors vous pouvez dénoncer l'école aux personnes, etc.
Et ça existe. Hein. Mais c'est intéressant de voir que cette loi n'est jamais invoquée. Alors, c'était à moi de confronter aux enseignants, dire « Ah, mais dans ces cas-là, vous utiliserez-vous la loi anti-discrimination ?» Ah, ouais, peut-être. Hein, mais dans le discours, ça n'informait pas vraiment, et ça ne faisait pas partie du discours des enseignants. Parce que c'était lié, on voit dans les derniers résultats, l'importance donnée aux décisions individuelles. Hein, et la loi est pensée de manière plutôt générale. Mais les personnes sont positionnées, ils prisent leurs décisions dans une échelle individuelle. Hein, et l'idée de l'individualité, c'est important. Les décisions individuelles sont importantes aussi. Et de ce point de vue, l'importance donnée à la place de l'individu fait que tous les différents dispositifs ne soient pas vraiment convoqués, invoqués pour penser la propre position. On voit aussi que dans le cas du système scolaire chilien, le ministère de l'Éducation a créé aussi des orientations et des circulaires sur l'inclusion des étudiants LGBT, des étudiants trans, mais ce type d'orientation, ce type de normative sont toujours dirigés vers les étudiants, mais sur les adultes aux écoles. Hein. Le ministère a pensé des politiques éducatives toujours liées aux étudiants, jamais aux adultes dans les écoles. Et alors, les seules ressources on dirait, cette loi d'antidiscrimination. Je ne pourrais, en tant qu'adulte, je ne pourrais pas invoquer cette orientation sur l'inclusion des personnes LGBT, par exemple, à propos de la discrimination, mais aussi la reconnaissance de l'identité de genre qui est consacrée dans ce document-là. Je ne pourrais pas l'utiliser parce que c'est lié aux étudiants seulement. Donc, la politique éducative, d'une certaine manière, a laissé assez seul et individualisé le type de décision et la protection des personnes LGBT dans le staff scolaire. Et alors, le dernier résultat, et je serai un plus, à mon avis, descriptif dans ce cas-là, parce que je disais au début, c'était pour moi le plus intéressant, c'est l'effet de culture scolaire. Je viens de montrer des conditions générales du système éducatif, du système scolaire, des conditions matérielles, on dirait un petit peu. Mais c'est important aussi de voir les effets des cultures scolaires. D'une part, parce que, comme je dis, le système est assez ségrégué. Les écoles sont différenciées sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, le type de sélection de famille, etc. Et alors, on voit un système assez hiérarchisé où les écoles privées sont les plus prestigieuses parce qu'ils font des sélections des meilleures familles de la capitale. Et les écoles publiques sont les pires parce qu'elles ne font pas la sélection vraiment. Et ce sont les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer en école privée. Le système privé, c'est 70% de tous les systèmes, le système privé, là. Hein, c'est hyper important. Et alors, le 30% restant va sur des écoles publiques qui sont associées au secteur défavorisé, population vulnérable. Il existe une hiérarchie qui est aussi exprimée dans cette question de dire « Ok, je dois rester dans ces écoles prestigieuses parce que c'est vraiment facile d'identifier ce type de trajectoire. » Mais quand on voit cette séparation des écoles, on voit aussi le fait de la reproduction, et c'est aussi l'approche le plus bourdieusienne sur la question de la reproduction sociale dans le système éducatif, et où l'école, c'est une institution qui reproduit certaines valeurs associées à la classe, dont les personnes appartiennent, dont les familles appartiennent. Et aussi, ça, d'une certaine manière, à mon avis, amplifie le effet des cultures scolaires. C'est différent, penser à un système plutôt homogène. Le effet des cultures scolaires sera différent, seront moins importants que dans ce système
privés, assez différenciés, hétérogènes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, dans ces cas-là, il faut prendre attention de ce fait des cultures scolaires. La manière dont les écoles sont reproductrices, mais aussi productrices des normes liées au genre, mais aussi à la sexualité. Et par exemple, on voit clairement comment dans les écoles des classes supérieures ou dans les familles plutôt favorisées, mais aussi, ce type d'écoles font la sélection aussi de personnel. C'est assez commun rencontrer des enseignants qui viennent aussi des familles assez prestigieuses, même si je dis avant que les carrières liées à l'éducation sont considérées comme des carrières un peu moins prestigieuses. Ça existe des exceptions, des personnes qui viennent des quartiers favorisés, qui font des études, surtout sur le plan j'ai la vocation d'être un enseignant, une question un peu comme la donation. Je ne serai pas médecin comme mes frères, je serai un enseignant. C'est une espèce de sacrifice. Ce n'est pas le cas pour des autres étudiants, bien sûr. Et alors, dans ce type de classe, dans ce type d'école, la culture scolaire est toujours centrée sur la question de l'expression de genre. Ça, c'est le plus important. Et alors, même si les enseignantes ne sont pas vraiment hors le placard, certaines fois, ils le sont. Certaines fois, ils le sont. Il y a des personnes dans les écoles qui connaissent leur situation. Un cas assez typique, c'est par exemple des enseignants qui disent « Ok, moi, je dis que je suis homosexuel à la directrice, au directeur de l'école, mais seulement c'est eux, c'est cette personne qui le sait. Personne ne le sait ailleurs. » Et alors, on voit comme la vigilance sur la question de l'expression de genre, c'est assez marqué. Tu peux être une enseignante qui est bien visible, tandis que tu respectes les normes de genre dans cette école. Et ça existe un peu dans la culture populaire à Santiago, et maintenant d'autres villes. L'idée que les filles des quartiers favorisés, ils doivent toujours occuper le cheveu long, toujours, et comment dire, c'est un lycée, comment on ne sait pas comment le dire, c'est pas, et c'est le contraire, c'est comme lisse, le cheveu lisse, jusqu'à la ceinture. Et on voit des photos de ce type d'école et les profs, c'est une expression de la féminité hyper visible. Même ça existait dans les cultures populaires, le concept de cette fille-là, c'est un pelolais, il a le cheveu lisse, c'est une manière néologiste pour dire ça. On peut le voir, même si la personne est n'importe où. Et la question de l'expression de genre, la féminité, c'est hyper marqué. La manière de se maquiller, par exemple, on voit dans le, je ne sais pas comment on dit en français, mais dans le manuel, les règles, le code de conduite. Le code de conduite. Okay. Le code de conduite, comment il y a des régulations sur le type de maquillage, qui dit toujours qu'il doit être discret. L'idée de la discrétion, que c'est une valeur aussi liée qui exprime l'appartenance en classe sociale. La discrétion dans un quartier favorisé, c'est différent à l'idée de discrétion dans un quartier populaire. C'est différent. Alors, la question du maquillage, de boucle d'oreille, aussi, c'est comment, si dans le cas des femmes, par exemple, si elles respectent ce type d'expression de genre, elles peuvent passer tranquillement dans cette école. Elles peuvent être visibles, elles peuvent dire tu viens certaines fois, je suis lesbienne, pas de souci. Il n'y a pas vraiment de problème. Si ça reste dans la question de l'expression de genre, le respect de l'expression de genre, mais aussi dans le cas des hommes. Et on le verra après. Dans le cas des classes populaires, c'est différent parce qu'on voit dans ces cas-là que quand les enseignants décident d'être visibles, de visibiliser leur orientation sexuelle, ils le font toujours en mobilisant un discours lié à la supération personnelle. Alors, je te montre à toi, si au Chili, les choses sont difficiles pour des personnes homo.
moi, je suis homo, je peux passer les difficultés, tu peux passer aussi tes difficultés dans la vie. Hein? Et c'est pour ça que je te le dis. Hein? Et alors, la question de la supération personnelle, c'est important dans ces cas-là. Hein? C'est différent parce que dans les cas des écoles privées, on voit la construction, ça ne fait pas vraiment partie de cette étude-là, mais je dois le dire de toute façon, comment, par exemple, la création, la production d'un étudiant gay dans les écoles privées, des écoles des élites, est toujours liée à l'idée de créer quelqu'un qui peut influencer la société. Hein? Ce n'est pas vraiment rester un adolescent homo, tu dois être un espèce de leader, d'influenceur. C'est la manière de conduire hein, l'homosexualité des étudiants. Mais aussi, mais aussi dans ces cas-là, aussi l'expression de genre, c'est important. La vigilance de l'expression de genre et la manière d'argumenter aussi pourquoi je me présente de cette manière-là est liée à l'expression de genre. Mais dans les classes populaires, c'est toujours la question de la supération personnelle hein, et de confronter les problèmes sociaux et alors les dépasser. Et on voit des photos de 12 interviewés qui faisaient partie des entretiens. Le premier s'appelle Guillermo, le deuxième s'appelle Pablo, comme moi, et le deux étions de Mr. Gay. Hein, Mr. Gay, Amérique du Sud, hein, à droite. Et lui, au moment de faire cet entretien, il participait d'une compétition pour être Mr. Gay Santiago 2020. 2019. Et il n'a pas gagné. Hein? Après, il a été second. Mais il était vraiment engagé sur la question de la compétition. Et ça a été aussi, et dans le cas de Guillermo, sa décision d'être Mr. Gay, de participer, ça fait partie aussi d'une émission télévisée. Hein? Le cas d'un prof homo qui travaille dans une école dans la commune de la Floride, qui c'est un quartier assez classe moyenne, classe populaire, et qui confronte l'homophobie, hein, et qui sort. Il y a des photos aussi partout sur Instagram, mais aussi sur les pages des compétitions et tout ça. Et ce type de situation, impensé dans le cas des écoles privées et des classes supérieures. Jamais, jamais, jamais on pourrait penser qu'un prof va être présenté dans son compétition sur la question gay. Même si on pourrait dire, peut-être je fais un peu la surinterprétation, mais dans le cas de ces deux mecs, on respecte aussi les règles de l'expression de genre masculin. Il y a une espèce de hyper-masculinisation, on dirait comme ça. Et ce n'est pas vraiment la discrétion dans ces cas-là. Ils ne sont pas vraiment discrets. Mais alors, ça c'est possible. On voit des profs qui ont confronté l'oppression, ce sont des exemples intéressants, qui confrontent l'homophobie en c'est hyper visibilisant. Hein? Et être Mr. Gay, c'est une hyper visibilisation de la propre homosexualité, non? Et alors, ça est soutenu, c'est un discours soutenu sur l'idée qu'ils sont capables de confronter les difficultés sociales. L'espèce de je suis quelqu'un dans une compétition, alors la supération personnelle, c'est important. Et c'est pour ça que je deviens un prof, hein, pour toi, légitime. Hein, parce que le plus important, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas vraiment les disciplines, les maths, la langue, je ne sais pas quoi, et c'est la supération personnelle. On vient à l'école pour apprendre à dépasser des difficultés comme ça, dans un espace favorisé. Hein, c'est le type de discours dominant. Et alors, à mon avis, ça pose aussi, c'est représentatif de différentes conditions sociales. Ça exprime bien des questions qui traversent un peu la société chilienne, le classisme, mais aussi le type de discours, les séparations, la manière comme l'expression de genre est variable aussi dans les différents espaces sociaux. Mais ça pose, à mon avis, certaines questions après ça. La première, comment la violence homophobique pourrait alors être confrontée à partir des actions individualisées, ou dans ces cas-là, hyper individualisées. Il y a toujours des décisions individuelles mises en place, et alors comment on le fait pour confronter l'homophobie si toujours ça passe dans une échelle individuelle.
Quel type de sujet sera éduqué alors dans ces conditions, hein? Et en pensant à l'éducation comme ce type de pratique pour approcher en personne, un individu sur un idéal de personne, quel type de projet politique, hein, sera produit dans ce type de conditions où les décisions sur l'éducation, sur la formation, sur la transformation de l'autre sont liées à des décisions individualisées et jamais collectives. C'est une question, comment favoriser les conditions matérielles et politiques communes pour modifier les curriculums scolaires. Si on voit dans ces cas-là, mais aussi, par exemple, dans cette étude fait sur les positionnements des enseignants en général sur la question de la diversité sexuelle, on voit aussi comment la question de la comptabilité et la gestion scolaire, c'est important et d'une certaine manière empêche la transformation curriculaire, hein, polariser le curriculum. Alors, qu'est-ce qui se passe où on peut favoriser la transformation de cette condition matérielle? Vraiment, à mon avis, ces conditions de visibilisation et invisibilisation sont toujours liées à cette disposition matérielle qu'il faut transformer d'une certaine manière pour favoriser une autre flexibilité sur la question de l'orientation sexuelle, la diversité en général. Et dernière, comment les nouvelles formes de visibilité homosexuelle reproduisent aussi des formes plus subtiles de violence homophobique, hein? Cette fois-là, liée au classisme de la société chilienne. Pour moi, ça serait intéressant de confronter les expériences, j'imagine ça, hein, de mettre Guillermo et Pablo avec les profs des écoles des élites et voir qu'est-ce qui se passe hein, l'une de l'autre. Et à mon avis, ça, je pense, à partir des autres études que je conduis, la question, okay, mais ce mec-là est gay, mais pourquoi? Pourquoi il doit être tellement visible? Pourquoi il doit s'enlever le vêtement et sortir dans une compétition? Pourquoi? Et dans ces cas-là, ça existe une espèce de transposition entre les classismes, hein, l'idée de la discrétion, comment les personnes doivent se conduire, que c'est lié toujours à une expression du classisme à la chilienne, et avec des formes subtiles de violence homophobique, hein, en disant... la question de pourquoi, hein, ça montre bien ce type de réflexivité, mais aussi les valeurs hein, liées à l'expression et la visibilisation, dans ces cas-là, de personnes et des enseignants et lesbiennes. Alors, merci et j'espère d'avoir été